Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours, du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment. Bien dans son job, aujourd'hui, on parle du financement de l'entrepreneuriat. Bah oui, vous avez envie de créer votre boîte, vous ne savez pas comment faire, c'est possible et c'est gratuit. On va en parler avec Laura Boquillon, elle est la directrice formation de Ulule, elle va tout nous expliquer. Smart et réglo, le droit, rien que le droit, comme chaque semaine avec Émilie Mérigen, les comportements abusifs en entreprise, le harcèlement, on fera le point avec elle. Elle est avocate chez Sécrit Valentin Zérouc. Le cercle RH, c'est un sujet qui finalement est un peu connexe au débat et aux polémiques autour de la réforme des retraites. On va parler du partage de la valeur en entreprise. Ça, c'est un dossier qui est un petit peu devant nous, peut-être annoncé par Elisabeth Borne. Les syndicats ont travaillé sur ce sujet. Qu'en est-il exactement? Cela va concerner les petites entreprises. Comment ça va marcher? On en parlera avec des experts de ce dossier qui est un sujet au cœur de l'actualité. Puis dans Fenêtre sur l'emploi, accompagner la fin de vie. On en parlera avec Clara Leparquier, elle est CEO de MTH Coaching. Elle nous fera partager peut-être son expérience personnelle et puis peut-être nous expliquera comment bien, il est parfois impossible de continuer à travailler lorsqu'on traverse un deuil. On en parlera à la fin de notre émission. Voilà le programme tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, on parle beaucoup d'entrepreneuriat sur notre plateau et sur la chaîne, on parle des entrepreneurs audacieux. Comment créer sa boîte? C'est souvent un casse-tête, comment on fait, comment ça marche? On a 1000 questions et on va en parler avec Laura Boquillon. Bonjour Laura. Bonjour. On est très heureux de vous accueillir, directrice formation d'Ulule. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on va parler formation avec vous, mais qu'Ulule au départ, c'est du financement participatif qui va cheminer jusqu'à la formation et à l'accompagnement de ceux qui veulent créer leur entreprise. D'abord, comment ça marche? Parce que la promesse est assez incroyable. Vous accompagnez des salariés en reconversion et ça va être gratuit. Alors, je vous vois sourire. Alors effectivement, en fait, on s'est associé à une entreprise qui s'appelle Canva, qui est une entreprise leader dans les solutions graphiques, pour cofinancer des bourses de formation pour des formations entrepreneuriales, effectivement. Des formations entrepreneuriales pour créer une entreprise à impact positif. Hein, c'est pas une entreprise, voilà, je précise, puisqu'on retrouve... alors, il y a une personne sur 5, qui nous parle de retrouver du sens dans son projet professionnel. Donc, on voit que c'est la colonne vertébrale un petit peu de l'envie d'entreprendre. Puis c'est votre philosophie chez Ulule. Hein. Et voilà, ça fait partie de nous, notre philosophie en tant qu'entreprise Bicorp. On fait partie des entreprises en France qui avons été labellisées parmi les premières en 2015. Oui, c'est vrai. Ça a toujours été la colonne vertébrale voilà, de l'esprit, d'avoir certes une activité économiquement viable, mais qui ait un impact positif sur la société et l'environnement. Ça veut dire quand même que ces jeunes entrepreneurs et moins jeunes, parce qu'il y a des reconversions, on a été salarié, puis un jour on dit stop, je vais créer mon entreprise, j'ai une idée, vous les sélectionnez quand même sur la base de la qualité du projet et de sa qualité d'impact. Exactement, et sur son profil aussi, parce que comme vous le dites, on a des profils très très hétérogènes. On a été très surpris dans les candidatures de recevoir des projets de personnes de plus de 60 ans, de personnes qui viennent par exemple d'être mamans. On a beaucoup, les jeunes mamans sont surreprésentées par exemple dans les candidats. Et donc on essaie de varier les profils, d'avoir aussi un maximum de personnes en situation de handicap. Donc ça rentre dans les critères aussi pour choisir les projets. Il y a deux sujets, il y a le contenu des formations et les thèmes et les promos. Là vous avez déjà une première promo, j'ai envie d'appeler ça la promo, 30 personnes. C'est une promo de formation exactement pour créer son entreprise à impact. Alors après, il y a différents programmes selon leur stade de maturité. Il y en a qui sont déjà prêts à financer leur projet par le financement participatif. Donc ils s'axent plutôt sur la préparation d'une campagne de financement participatif. Et vous êtes là aussi? Et donc on est là aussi pour les accompagner dans ce service-là. Et d'autres veulent plutôt travailler sur l'aspect marketing digital. Et là, la nouvelle promo va plutôt être sur le bilan de compétences. Le bilan de compétences pour faire le point d'abord sur ce qu'on a envie de faire. Nous, on a beaucoup de personnes qui arrivent dans l'envie d'entreprendre avec un mal-être au travail qu'ils ont vécu dans une expérience salariale. Je pense que vous allez en parler juste après dans l'émission. Oui. Et, un accident professionnel, j'ai envie de dire, harcèlement, difficulté. Exactement. On a le mot burn-out qui revient
très souvent également. Donc ce mal-être, il cherche à être un petit peu transformé par l'entrepreneuriat à impact notamment. Et donc c'est une réalité qu'on prend en compte. Je voudrais qu'on fasse un petit focus quand même sur les tendances, parce que vous avez évoqué les profils de ceux que vous sélectionnez, d'être vraiment dans la diversité. Oui. Et puis il y a quand même des thématiques. Je vois la lutte contre l'obsolescence programmée, les zéro déchets. On voit quand même, évidemment, vous êtes une entreprise à impact, mais on voit quand même qu'il y a un désir aujourd'hui des Français de réparer la planète et de s'engager sur ce sujet. Et ça fait du bien, parce qu'en fait, on le voit non seulement nous dans les projets entrepreneuriaux qui se lancent en formation, mais aussi parmi les campagnes de financement participatif qui se font financer. Il y a 5 millions de contributeurs en France sur Ulule qui donnent en moyenne 25 € à des projets qui effectivement portent des valeurs. Alors il y a beaucoup de produits qui sont éco-conçus ou qui minimisent les déchets, les produits zéro déchet, ou qui font de l'upcycling. Toutes ces tendances-là, on les retrouve, c'était des tendances, des signaux faibles un petit peu sur la plateforme dès 2014-2015. Très tôt finalement. Aujourd'hui, parmi les 2000 projets par mois qu'on reçoit sur la plateforme, c'est quasi systématique qu'il y ait un impact positif dans le projet. Rentrons dans le concret, parce que ceux qui nous regardent se disent mais c'est génial, parce que je suis un peu en galère, j'ai une idée, je ne sais pas comment la matérialiser. On va sur le site Ulule. Exactement. On dépose son projet, j'imagine qu'il faut l'expliquer dans le détail. Tout à fait. Il y a quoi, un comité de sélection? C'est The Voice? On appuie sur le buzzer? Comment ça marche? C'est un comité de sélection. On est un peu plus que 4 fauteuils The Voice, mais c'est un comité de sélection avec Canva et Ulule qui va regarder le projet, et on a chacun des candidats au téléphone. Donc il y a un entretien de motivation. C'est très important pour être sûr qu'on ne se lance pas dans une formation ni dans l'entrepreneuriat sur un coup de tête. Donc il faut vraiment s'assurer vérifier que c'est bien ancré. Que c'est ancré, qu'il y a la motivation et que le projet est pertinent avec la formation, parce que on n'aurait pas fait notre job si la formation ne répond pas à leur envie d'entreprendre. L'écrémage est dur quand même, parce que 830 candidats, une promo de 30. Alors il y a plusieurs vagues. C'est ça qu'on s'est dit qu'on allait ça fait 4% de sélectionnés, quoi. Exactement. On va faire en tout 5 vagues dans l'année. C'est 5 vagues de candidatures où on rouvrira des places au fur et à mesure. Et bien entendu, les candidats de la première vague peuvent retenter leur chance. Mais effectivement, ça a donné lieu à beaucoup de débats. Et on se dit que, encore une fois, on veut privilégier la parité, autant d'hommes que de femmes dans les sélectionnés, des publics diversifiés, et puis une représentation aussi de projets associatifs, de projets culturels et de projets entrepreneuriaux. Oui, donc c'est compliqué parce que vous avez aussi un cahier des charges à respecter, et donc finalement, au fond, un peu des quotas à respecter, d'équilibre. On essaye pour donc c'est des casse-têtes à chaque fois. Une diversité de projets sur la plateforme. Combien de temps ça dure? Parce que monter son entreprise, vous le dites, il y a des gens plus matures qui ont déjà le financement, il y a des gens qui n'ont pas la connaissance technique, il y a des gens qui cherchent un logo, il y a des gens qui cherchent à affiner le concept. C'est très compliqué, il faut les sélectionner. Comment ça se passe, ça? Nous, on a des programmes de 6 semaines à 9 semaines, donc au moins, on va dire 2 mois de préparation. La chose qui se passe, c'est qu'après la formation, on se rend compte de tout le travail à faire et de tout ce que c'est que d'entreprendre. Et donc, il y a en général au moins une période de 6 mois où ensuite, nous, on suit les personnes au bout de 6 mois pour voir l'impact de nos formations. Puis, une campagne de financement participatif, ça se travaille en amont. Bien sûr. Pour préparer. Et ensuite, c'est 1 mois et demi de campagne. Donc, on est sur... Donc, c'est une année presque. Une petite année de préparation. Là aussi, ceux que vous avez sélectionnés au prix d'un effort magistral, parce qu'il faut faire des choix qui sont difficiles, ils vont avoir un quoi? Les troncs communs de la formation, c'est quoi? C'est du juridique, c'est du graphisme, c'est de gérer Internet? Parce qu'il faut faire tout ça en même temps. Alors, ça commence surtout par la connaissance de leurs clients cibles et donc de leur marché et des tendances. Et après, du coup, la définition de leurs produits, de leurs services pour répondre à ce client. Et ensuite, effectivement, ça va se faire des éléments plus juridiques et plus financiers pour financer tout ça. Et le crowdfunding fait partie des solutions, mais il y a aussi beaucoup d'autres solutions dans l'écosystème à impact positif. Et ça termine par, effectivement, le marketing digital. Ça, c'est une clé. Merci Laura Boquillon de nous avoir fait partager votre passion. Donc vous allez sur le site Ulule, alors c'est en partenariat avec Canva, on l'aura compris, mais il faut aller sur le site Ulule, déposer votre candidature. De toute évidence, vous serez contacté par téléphone si vous avez passé le premier cut. Exactement. Et puis ensuite, on espère que vous serez sélectionné pour suivre cette formation qui devrait vous permettre et va vous permettre de créer votre boîte. Merci Laura de nous avoir rendu visite. On tourne une page chez Smart et Réglo comme chaque semaine. Le droit, rien que le droit, pour parler du harcèlement. C'est un sujet dont on parle justement beaucoup ces derniers temps et on en parle avec Émilie Méridjen.
Smart et réglo, comme chaque semaine, un avocat, une avocate vient nous parler d'un sujet de droit. On parle des comportements abusifs en entreprise, donc du harcèlement moral et sexuel. Et on en parle avec Émilie Méridjen. Bonjour Émilie. Bonjour Arnaud. Ravi de vous accueillir, associé en droit du travail chez Secri Valentin Zerouk. Je pense que je l'ai dit correctement. D'abord, commençons par le début. Pour faire simple, c'est quoi la définition juridique de ce harcèlement moral et sexuel ? Il est inscrit dans le droit, on est d'accord, hein ? Oui, tout à fait. Les définitions sont même inscrites à la fois dans le Code du travail et dans le Code pénal. Donc il y a une double appréhension et une double répression possible. Alors c'est quoi ? C'est des comportements qui sont en gros abusifs, répétitifs. C'est nécessaire d'avoir une répétition et qui ont pour objet ou pour effet de porter atteinte aux conditions de travail du salarié. Ça c'est pour le harcèlement moral, et de porter atteinte à sa dignité. Donc il y a vraiment des critères qui doivent être réunis. Il ne s'agit pas simplement de ne pas bien s'entendre avec son boss, c'est vraiment cette notion un peu d'acharnement, d'humiliation, de mise au placard qui doit pouvoir être démontrée pour le harcèlement moral. Il y a deux sujets, il y a le harcèlement institutionnalisé et il y a le harcèlement dont la loi a durci un peu plus encore là récemment. Vous avez vu, on est passé en fait d'une condamnation, d'une amende à une condamnation pénale. Enfin, vous l'avez forcément. Alors oui, bien sûr. On a durci quand même la législation sur ces questions. Oui, on a durci la législation et ça va de pair avec aussi une libération de la parole. Je pense qu'avec les phénomènes MeToo, Balance ton porc, et puis aussi avec le Covid et l'évolution du rapport au travail, les salariés ont un peu plus de distance, on trouve, avec leurs entreprises. On voit d'ailleurs beaucoup de gens qui préfèrent aujourd'hui être indépendants. Et ceux qui restent en entreprise ne sont plus du tout enclins à tolérer des comportements abusifs, alors que ce soit du harcèlement ou autre, un management. Vous parliez du harcèlement institutionnel, il y a des boîtes dans lesquelles culturellement on traite mal les gens. Et ces boîtes-là, je pense qu'elles auront du mal à fidéliser et à recruter à l'avenir parce que la parole se libère et les exigences des salariés sont un peu plus élevées. Juste parce que vous êtes une praticienne, alors on parle beaucoup de ce sujet dans les médias, la parole s'est libérée, des femmes s'expriment face caméra, racontent leur drame, sauf que quand on va au bout de l'histoire, parfois on s'aperçoit que l'avocat nous dit oui, il y avait, mais j'avais pas la preuve. J'avais pas les documents, j'avais pas de témoins. Tout ça se jouait parole contre parole. Et il y a eu beaucoup d'affaires où la personne qui était victime, finalement, n'a pas pu avoir gain de cause. Oui, alors... C'est compliqué. Le problème de la preuve est compliqué. Il appartient au salarié d'apporter des éléments qui laissent présumer qu'il a fait l'objet d'un harcèlement. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de pression sur les employeurs pour mettre en place des mesures, notamment les procédures de lanceur d'alerte. On doit investiguer quand on est employeur. Après, il faut aussi tempérer un petit peu cette question du harcèlement, en tout cas moral, dans le sens où il y a effectivement des cas où les victimes ne peuvent pas le prouver, mais il y a aussi beaucoup de cas où c'est pas du harcèlement. On est d'accord. C'est abusif. Exactement. La victime présumée, qui peut d'ailleurs être condamnée elle-même à des condamnations pour diffamation ou dénonciation calomnieuse. Exactement. Très souvent, c'est en lien avec une insuffisance professionnelle. Quand on voit un harcèlement un peu gris, c'est souvent que la personne, le salarié qui s'estime harcelé, en fait, est pas très bon. Peut-être que son manager n'est pas très bon non plus en termes de management et qui sait pas trop le lui dire. Mais c'est pas du harcèlement. Mais c'est pas du harcèlement. Donc c'est pas évident de faire la part des choses. Ce dont on se rend compte, c'est que ce qui est très utile pour les entreprises et pour la collectivité en général, c'est d'en parler. D'en parler et de former en interne les gens. C'est ce que je voulais vous dire. Exactement. Nous, on intervient beaucoup pour expliquer aux gens... Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ce n'est pas ? Ça, c'est du harcèlement, ça, c'est pas du harcèlement. Quand vous avez un problème, vous êtes aussi en charge de votre propre sécurité, de votre propre bien-être au travail, donc parlez-en. De mettre le sujet au milieu de la table, ça résout évidemment pas tous les problèmes, mais ça permet d'élever un petit peu les consciences, de faire en sorte que les salariés soient plus en capacité de discerner et que, parce qu'il y en a malheureusement, les managers toxiques, et je mets dans cette catégorie les manipulateurs, les pervers narcissiques, etc., sentent que l'étau se resserre autour d'eux et qu'ils ne peuvent pas continuer à opérer en toute impunité. Vous le ressentez, je dirais, en termes quantitatifs ? Oui. Vous avez plus de signaux concrets de collaborateurs ou même d'entreprises qui vous disent, là, c'est en train de monter, l'eau monte. Oui, et ce qui me surprend, c'est de découvrir des situations de harcèlement avérées, a priori, après enquête, etc., qui sont totalement masquées, où on a l'impression que les employeurs découvrent le poteau rose. Et je me dis comment c'est possible, tant sur du harcèlement moral ou du harcèlement sexuel, qu'aujourd'hui, en 2023, des gens puissent se sentir aussi impunis
Et se livrer à des comportements, à des manières de parler, de toucher, de prendre des photos, parce qu'on a parlé beaucoup du harcèlement moral, mais il y a le harcèlement sexuel. Qui est une réalité. Je vois des gens bien sous tout rapport, je les vois au Conseil de prud'homme, et qui viennent se défendre alors qu'ils ont fait des horreurs, en fait. Et ça existe encore aujourd'hui, ça ne doit plus être toléré. Alors, c'est ce que certains médecins, notamment, disent. J'ai lu ça. Oui, ils ne se rendent pas compte que j'ai rien fait de grave. Oui. Je pense que passer un certain âge, on a quand même la gueule qu'on mérite et qu'aujourd'hui, on a les moyens de s'informer, on a les moyens de travailler sur soi pour se préserver, nous, et préserver surtout notre entourage. Donc, à ces managers toxiques, je dis, allez voir un psy. Allez voir un psy et accueillez aussi des praticiens, des experts, des avocats pour que vous soyez pris en main aussi sur ce qui est du harcèlement et ce qui n'en est pas, parce qu'il y a souvent une grande confusion. Des collaborateurs qui disent mais je vais aller voir la DRH, tu me harcèles, et puis finalement on est plus dans de la relation conflictuelle. Mais il faut être vigilant sur ces sujets. Et en parler. Former les gens, les sensibiliser et quand on est employeur, montrer que c'est un sujet qui compte. Et donc faire des affichages, j'imagine, et faire de la pédagogie au sein de l'entreprise. Merci Émilie Mérigen d'être venue nous rendre visite, associée en droit du travail chez Secri. Valentin Zerouk, vous l'aurez compris, qui est un cabinet d'avocats. On fait une courte pause, on va s'intéresser au partage de la valeur. Alors c'est un sujet qui d'apparence paraît technique, mais qui est éminemment politique. C'est un des outils peut-être de relance de la politique d'Emmanuel Macron autour des questions de travail. Les syndicats ont planché sur ce sujet. Les choses ne sont pas aussi simples que cela, c'est assez technique et cela va concerner notamment les PME, les petites entreprises. C'est pas toujours simple, on va essayer de tout vous expliquer avec les experts. C'est le Cercle RH, c'est notre débat, juste après la pause. Le Cercle RH, notre débat quotidien, on parle du partage de la valeur. Alors vous en avez entendu parler un petit peu, mais là vous allez en entendre beaucoup parler parce que le gouvernement entend utiliser ce texte qui est en préparation comme un véritable levier, je dirais, de relance en termes d'image, en termes de politique sociale, de partage des richesses, parce que le débat sur le salaire des grands patrons, sur le pouvoir d'achat et l'augmentation des prix dans l'alimentation, tous ces sujets finalement sont connexes à ce débat sur le partage de la valeur. On va tout vous expliquer avec mes invités, avec une vraie question pour les PME, parce que ce texte va concerner les petites entreprises. Les grosses ont déjà quelques outils, mais les petites vont devoir partager la valeur avec leurs salariés. Myriam de Gaudusson, ravie de vous accueillir. Ravie, avocate en droit social au cabinet Franklin, et on fera le point évidemment sur les questions de droit. Pierre Guillet est avec nous. Bonjour Pierre. Bonjour. Vous êtes le président des EDC, les entrepreneurs et dirigeants chrétiens, et par ailleurs à la tête d'une entreprise, d'une PME. Tout à fait. Et vous intervenez, je le redis à chaque fois, notamment en milieu carcéral, avec des propos du garde des Sceaux et de Thibaut Guilluy récemment. On veut accélérer le travail en maison d'arrêt, en centre de détention. Merci en tout cas d'être là, et vous serez concerné, j'imagine, et vous l'êtes, par cette question du partage de la valeur. Thierry Dangean, ravi de vous accueillir. Bonjour Arnaud. Vous êtes fondateur du cabinet Dangean Associés, et on fera le point avec vous aussi sur le regard que vous portez, l'accompagnement que vous allez faire auprès de vos clients, qui commencent déjà à en anticiper les conséquences. Absolument. Ils se disent, attendez, concrètement, qu'est-ce que je vais devoir payer? Comment ça marche? Il y a un peu d'angoisse quand même là, non? Il y a un peu d'angoisse, mais il y a beaucoup de chefs d'entreprise, effectivement, qui se posent réellement la question et qui souhaitent des outils et des expériences vécues pour pouvoir mettre en place des systèmes d'actionnariat au sein de l'entreprise. Même si dans le privé, il y a déjà beaucoup d'entreprises qui ont des actionnaires salariés. Absolument, et qui sont souvent des grandes entreprises. Là, l'intérêt de cette affaire, c'est que ça touche les petites et les petites entreprises. 1 à 49 salariés, on est d'accord? Juste un mot politique, Pierre Guillet, puisque vous représentez, alors vous n'êtes pas un syndicat représentatif, vous êtes une organisation d'entreprise, mais on voit quand même le coup à deux bandes, c'est-à-dire on enjambe les retraites. Et puis l'exécutif dit, attendez, on va régler plein de choses, on va faire une loi travail d'un côté, on va régler le partage de la valeur pour donner plus de pouvoir d'achat aux salariés, et puis la France va continuer à marcher sur ses deux jambes. Vous le ressentez, ça, ou pas? Ou c'est plus sérieux que ça? Je dirais, nous, c'est vrai qu'on est déconnecté du cadre politique, en fait, de ces sujets qui sont des sujets qui nous concernent, parce que, en fait, que l'on parle de retraite, que l'on parle de valeur, que l'on parle de travail, plus globalement, c'est vraiment l'essentiel, nous, de notre... C'est votre ADN. De notre ADN. Et on touche du doigt des sujets sur lesquels, nous, on a envie de se positionner, on a envie de donner
notre position, parce que voilà, on s'inspire du christianisme social et sur Et donc le partage, spécifiquement le partage ça vous dit quelque chose, de ouais. la valeur. Et évidemment, si on veut être en cohérence avec sa foi, eh bien, le partage de la valeur, c'est naturel. Donc pour nous, c'est vraiment un vrai message d'espérance que de s'engager dans un partage de la valeur, voire des valeurs, parce qu'on va au-delà d'une valeur financière. Sur les valeurs, en fait, il y a plus que la valeur financière en tant que telle. Ouais, ce mot et là, on a un peu refermé le sujet et le débat Plus sur le autour financier. de quelques mécanismes techniques. Et en fait, on peut aller bien au-delà. Et ça, je pense que c'est intéressant de creuser ça ce matin. Mettons les pieds dans le plat parce que l'expertise comptable, évidemment, sont en première ligne. Les avocats aussi, consultés par leurs entreprises. Ils ont des filiales, ils ont des petites entreprises. Quand même, il y a un document que j'ai récupéré là, en préparant l'émission, parce que je voulais quand même comprendre comment tout ça marchait. Il y a eu un travail de fait par les syndicats qui ont planché sur ce sujet. Tous n'ont d'ailleurs pas signé le document, mais en tout cas, la CFE-CGC l'a signé. La CFE, dans son document sur ce partage de la valeur, elle dit cet accord dédié principalement aux PME ne doit pas faire oublier que le sujet du partage de la valeur est en priorité un sujet de grandes entreprises. Et écoutez ce qu'elle nous dit, chiffre de l'INSEE, datant de 2020, sur le partage de la valeur. Ce document démontre que les PME versent à proportion de valeur ajoutée identique 46% d'impôts sur les sociétés de plus que les grandes entreprises. Quand je lis ça, je me dis quand même, incroyable. Ça veut dire qu'une PME, par l'organisation de sa fiscalité, se retrouve à payer beaucoup plus qu'une grande entreprise. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors moi, j'ai une petite explication technique. La notion d'épargne salariale, elle a été mise en place pour les entreprises qui disposaient d'un CSE, donc à partir de 50 salariés. On est d'accord. Donc aujourd'hui, on se retrouve face à une flopée de PME qui n'ont pas de dispositif adapté pour bénéficier de systèmes permettant aux salariés d'avoir de la rémunération nette de charges et pour la société nette d'impôts. Donc le coût est lié surtout aux grandes tailles. Donc maintenant, si jamais on adapte la taille, alors il y a des dispositifs qui avaient été mis en place avec les ordonnances Macron pour permettre de mettre en place des accords d'intéressement dans les entreprises de moins de 50 salariés. La participation reste loquée à 50, le PE reste loqué à 50. Donc en fait, il faut élargir ces dispositifs et ces moyens exonératoires aux entreprises de plus petite taille. Oui. Quand même, parce que là je me tourne vers vous, vous avez un réseau international par ailleurs, donc vous avez aussi un regard panoramique sur d'autres pays qui ont peut-être déjà engagé un partage de valeur. Mais en France, là je me tourne vers l'expert, les grandes entreprises, ça c'est un vieux sujet, payent souvent moins d'impôts, entreprises du CAC en particulier, que les PME qui elles étaient à 33, sont passées aujourd'hui à 29 ou à 25, puisqu'on est arrivé à 25. C'est injuste. Et pourtant, on évoque le partage de la valeur en disant à la petite entreprise, écoute, il faut que tu t'y mettes aussi, parce que tout le monde s'y est mis, tu dois y aller. Je prends le problème à l'envers, vous avez remarqué. Alors, la petite entreprise, oui, il faut qu'elle s'y mette. C'est vrai qu'elle paye beaucoup d'impôts par rapport à des grands groupes, parce qu'elle a des dispositifs fiscaux qui sont moins harmonisés, qui sont moins européens. Donc, elle est moins conseillée également sur le plan fiscal. Donc, effectivement, il y a une charge d'impôt qui est importante. Maintenant, le frein important aussi pour ces petites entreprises, c'est qu'il faut ouvrir l'actionnariat, c'est-à-dire qu'il faut dépasser le stade de l'intéressement, dépasser le stade de la participation. Et ces chefs d'entreprise sont souvent réticents à ouvrir le capital parce qu'ils pensent que le salarié est quelqu'un qui va les embêter sur le long terme. Et donc, il y a beaucoup de freins psychologiques à lever, au-delà de la loi, au-delà de la fiscalité. Thierry, c'est impropre de dire dividende salarial, parce que c'est un peu bizarre ce mot qui est sorti. Parce que partage de la valeur, ça je comprends, mais le dividende salarial, juridiquement, ça n'existe pas. C'est surtout pas. C'est un non-sens. À partir du moment... Alors, il y a des sociétés qui ouvrent leur actionnariat et leur capital aux salariés. Moi, les exemples que j'ai, ça se passe plutôt très bien. C'est surtout dans des sociétés de gestion et des sociétés financières. C'est vrai. Mais ça se passe plutôt très bien. Alors, le dividende, c'est l'inverse du salaire. Le salaire, c'est, dans le code de la sécurité sociale, la contrepartie d'un travail. Le dividende n'est pas lié au travail, elle est liée à la prise de valeur. Je tenais juste à apporter une petite précision. Il y a la prime de partage de la valeur, qui est le projet en discussion, et la prime de partage de la valeur ajoutée, qui permet l'actionnariat et qui est destinée à partager la revente
la plus-value de la revente d'une société. Attends, les syndicats ont bien travaillé sur le partage de la valeur. Tout court. Tout Voilà, court. mais c'est un petit peu compliqué d'utiliser des primes qui ont quasiment... Et le en même mot. plus, s'ajoute Oui. un travail ou un Oui. texte sur le partage de la valeur ajoutée. Oui, je pense que ça peut entraîner pas mal de problèmes. Juste pour passer d'un sujet à un autre, mais restons sur le partage de la valeur, quand même, il y a eu un débat, et vous parliez de la valeur et du partage au sens presque philosophique et religieux, au-delà même de l'aspect purement financier. Il y a eu un débat, et cette question est posée à l'aune de l'augmentation du salaire des grands patrons du CAC. Vous êtes dans votre réseau avec des entreprises de taille moyenne. Est-ce que ça vous choque, cet écart parfois hallucinant entre le plus bas salaire de l'entreprise et ce que peut toucher le PDG d'une entreprise du CAC en rémunération, en variable et parfois même en dividende? Bien sûr, parce qu'en fait, quand on parle de la valeur, du partage de la valeur, c'est ce qui reste. Et ce qui reste après avoir payé, Oui. donc vous en parliez, les taxes et impôts, parce que l'entreprise contribue au développement du pays au travers de toutes ces taxes et impôts qui amputent en fait la valeur ajoutée d'une somme très importante. C'est une contribution à la valeur de l'entreprise. Et puis, après, il faut que l'entreprise dégage un bénéfice pour pouvoir partager. Et on y arrive. Au-delà du bénéfice, avant le bénéfice, il y a des salaires indus, injustes. Là, il y a un problème de rémunération juste. Et là, évidemment, nous, ça, c'est des sujets qu'on porte. oui. C'est qu'une rémunération doit être liée à une certaine forme de justice dans l'entreprise. Vous avez un coefficient, enfin, où le salaire ne doit pas dépasser tant. Alors, il y a eu pas mal de débats sur cette question. Le salaire maximal doit être supérieur à fois 20, fois 30. Enfin, Je pense qu'en fait, selon le secteur d'activité de l'entreprise, il peut y avoir des variables un petit peu différentes entre le plus bas salaire et le plus haut salaire. Dans les sociétés financières, je pense qu'il y a peu de très bas salaires qu'on peut trouver par contre dans l'industrie ou dans l'agriculture. Donc, mais qu'il y ait un rapport et qu'il soit défini, je pense que c'est bien. Et juste. Et je dirais même que ça renvoie au sujet que vous avez commencé un peu à aborder. Quand on parle d'actionnariat salarié, on parle de rapport au risque, en fait. Parce que, en fait, un salarié, il touche un revenu qui est lisible, sauf si l'entreprise est défaillante, évidemment, mais qui est lisible. Un variable, par définition, si l'entreprise ne dégage pas de bénéfices, il n'y a pas de variable. Et sur un petit salaire, ça a un impact beaucoup plus important. Et donc, après, je pense qu'on en parlera sans doute, il y a ce sujet de l'actionnariat salarié qui nous intéresse beaucoup, puisque très rapidement, mais on a fait une petite enquête parmi nos membres, qui sont plutôt des entreprises moyennes. 60% ont mis en place des dispositifs. Déjà de toutes ces entreprises. Sur ces 60%, il y en a à peu près 90% qui ont mis plusieurs dispositifs en place et il y en a un quart qui ont mis en place l'actionnariat salarié. Donc, et l'actionnariat en donnant salarié, des actions à leurs salariés. Exactement. Et l'actionnariat salarié présuppose en fait de l'éducation, de la transparence et donc une gouvernance qu'il faut là vraiment aborder. Ça, vous l'avez fait, ça aussi. Alors, je donne la parole à Myriam Gaudisson sur l'aspect juridique. On l'a fait chez Dangean Associés, effectivement. On est un des premiers à l'avoir fait dans une profession réglementée, ce qui est énorme. Vous le dites fort justement, l'actionnariat salarié, ça oblige à une éthique dans les affaires, ça une éducation aussi à la discrétion, communication de la marge des affaires vis-à-vis de ses salariés. Évidemment. Et il faut quand même considérer que dans nos entreprises, sur tout service, nos entreprises n'existent que grâce à nos salariés. Bien sûr. Donc il faut arrêter de considérer qu'un salarié ne doit pas être un actionnaire. Au contraire. Vous avez vu, on l'a fait basculer sur la valeur ajoutée déjà. On est parti sur la valeur ajoutée. C'est intéressant parce qu'on sent bien que chez vous, ce levier aussi de dire vous êtes des acteurs essentiels de mon entreprise et donc de fait, au-delà du salaire, je vous en donne un petit morceau. Vous en êtes aussi un peu les propriétaires. C'est ça le message que je vais te passer. Oui. Vous en êtes les propriétaires, vous contribuez à la rentabilité, vous êtes impliqués dans l'entreprise. Donc c'est autant de facteurs qui contribuent à rendre l'entreprise plus vertueuse, plus importante, plus bénéficiaire et utile pour l'ensemble de ses actionnaires. Je me fais l'avocat du diable. Il faut préciser quand même que si ce texte passe, parce qu'il sera débattu à l'Assemblée, il y aura des amendements, enfin, c'est la vie parlementaire, il faut avoir fait 3 ans de bénéfices. On est d'accord, hein, c'est pas à la première année. C'est ça la règle. Hein. Oui, mais c'est assez normal parce que vous ne pouvez pas offrir une entreprise, pardonnez-moi, à vos actionnaires, à vos salariés, si elle n'a pas une certaine linéarité, si elle n'est pas solide, si elle n'a pas des bénéfices suffisants et récurrents sur les années qui viennent. On ne peut pas engager nos salariés dans des combats et dans des entreprises qui seraient défaillantes sur le long terme. Alors, attendez, les députés macronistes expliquent, la majorité, que ça prouve que le dialogue social est fort en France à travers ce texte. Et puis, il y a quand même des députés de l'opposition, notamment Eva Sass, une écologiste,
journaliste qui quand même pointe du doigt des difficultés sur ce texte sur le rapport de la valeur. Elle parle des difficultés notamment liées à l'optimisation de la fraude fiscale. Et c'est en un mot, pour le dire un peu plus directement, tout le monde va avoir intérêt à mettre un peu la poussière sur le tapis pour donner le moins possible. Je me fais l'avocat du diable. Est-ce que je me trompe ou pas, Myriam? Est-ce qu'il y a des tentatives ou tentations de se dire, nous, on est tout à fait d'accord pour partager, mais pas trop? Il y aura des dispositifs de contrôle. Comme tout nouveau dispositif, je pense que les inspecteurs ont à cœur de venir vérifier si le texte a été bien implémenté. Il faut savoir que ce dispositif permet aux entreprises de verser sans charge et sans impôt une rémunération aux salariés nette entre 3 000 et 6 000 euros. Est-ce qu'il n'y aurait pas un détournement à terme d'un dispositif de bonus pur et simple qui est soumis à charge et impôt au profit de ce type de dispositif? Oui, voilà. Donc je pense qu'effectivement, il faut faire attention à la motivation sur le recours à ce dispositif. Donc un contournement de règles qui normalement seraient chargées en CSG, CRDS, si je comprends bien, et en charge, et en impôt, et qui permettrait... Alors, je ne sais pas, le chef d'entreprise que vous êtes, et vous êtes tous les deux des chefs d'entreprise très engagés sur ces sujets, mais là aussi, sur des questions d'éthique, j'évoquais tout à l'heure la disparité entre ce que payait une petite boîte et les grosses 46% de plus pour les PME. Là aussi, vous dites qu'il faut être vigilant, parce que nous, on est très engagés, on y croit, on a la main sur le cœur. Est-ce qu'il peut y avoir des moments comme ça où on met la poussière sur le tapis pour donner le moins possible? Dans notre enquête, 60% des dirigeants membres des EDC ont décidé à un moment ou à un autre de leur vie professionnelle de ne pas se rémunérer pour faire face aux difficultés de l'entreprise. Bon. C'est eux qui se sacrifiaient. C'est eux qui ont décidé de ne pas se rémunérer. Donc, je pense que c'est très PME, ça, si je peux me permettre. Mais oui, et globalement, toutes les entreprises sont vertueuses et les dirigeants cherchent à contribuer à apporter de la valeur et à avoir une singularité et réfléchissent à leur raison d'être. Mais il y a toujours des gens qui vont forcément essayer... Et il ne faudrait pas que ce... Elle parle d'optimisation fiscale, c'est-à-dire de procédés très organisés, structurés par des avocats qui vont organiser finalement le... Pourquoi les grands... Pas des avocats, mais bien sûr, qu'est-ce que je suis en train de raconter? Pourquoi les très grandes entreprises dégagent plus de dispositifs, mettent en place plus de dispositifs d'intéressement, de participation, et voire d'autres dispositifs? C'est parce qu'effectivement, il y a peut-être de l'optimisation fiscale qui leur permet de maximiser leur rentabilité. Donc forcément, d'avoir plus de capacité à distribuer. Les PME, c'est clair, on paie beaucoup d'impôts, on paie beaucoup de taxes, et je dirais ça, c'est un vrai sujet de marge de manœuvre pour pouvoir après redistribuer sous une forme ou sous une autre auprès des salariés. Donc vous nous dites, avant de parler du partage de la valeur, peut-être qu'il fallait réfléchir déjà au montant de l'impôt. Oui, ça aurait été un bon débat. Alors le montant de l'impôt, on peut en discuter, mais il a quand même pas mal diminué ces dernières années. On a quand même un taux, même s'il reste élevé par rapport aux autres pays européens, qui est devenu un peu plus attractif. On a un taux de prélèvement obligatoire qui est quand même historiquement haut. Hein. Le taux de prélèvement libératoire, au sens général, est plus important, mais pour nos entreprises, on peut considérer qu'il y a quand même eu pas mal de chemin de fait. Le taux d'impôt société a diminué, on va supprimer la CVAE, on a supprimé la taxe professionnelle, donc il y a quand même pas mal de choses qui se passent. Maintenant, la fraude fiscale, effectivement... Enfin, les impôts, les prélèvements obligatoires, les impôts baissent, vous nous le dites, et c'est officiel, mais en même temps, les prélèvements obligatoires continuent à progresser. Enfin, je cherchais l'erreur. Sur les personnes physiques, effectivement, oui. On a essayé quand même de sauver un peu nos entreprises. Et on peut dire que ça fonctionne. Maintenant, il y aura toujours un peu de fraude, mais je crois que quand on met en place des systèmes d'intéressement, quand on met en place des systèmes de participation obligatoire ou d'un actionnariat, je veux dire, ça nous rend vertueux obligatoirement. Oui, puis vous gardez vos collaborateurs aussi, parce on les fidélise. On ne l'a pas dit, mais c'est ça la finalité quand même. C'est de se dire... C'est des convictions, ça fidélise les collaborateurs, ça permet d'attirer des talents, et puis surtout, ça vous oblige à rendre compte de la marge de vos affaires. Ouais. Et c'est ça qui est vertueux, c'est que vos salariés, vos actionnaires, ils vous suivent, ils comprennent ce que vous faites, ils adhèrent à votre stratégie. Et du coup, l'entreprise est propulsée. Ils sont dans le cœur du réacteur de l'entreprise et ne se sentent pas exclus de prise de décision, tout en gardant l'éducation que vous évoquiez. C'est important quand on est actionnaire, il y a quand même une confidentialité, il y a des choses que l'on dit, il y a des choses que l'on garde. Avant de nous quitter, quand même, Myriam, vous avez dit un truc très intéressant, il y a le partage de la valeur, ça c'est le dossier très médiatique porté par Bruno Le Maire et le président Macron, puis il y a le partage de la valeur ajoutée. Ça, il va arriver comment? Ça, vous avez des infos? Oui, alors c'est un dispositif qui existe depuis plusieurs années. On l'utilise généralement lorsqu'on opère une opération de LBO, de private equity. Leverage buy. Tout à fait. Donc là, il y a une prise de valeur de la société. Si la société, les actionnaires dégagent une plus-value dans le cadre de la revente de leur structure,
ils ont le droit de donner une partie de cette plus-value et de la partager avec les salariés. Et c'est un dispositif qui est très intéressant puisque précédemment, des sociétés le faisaient, mais sous forme de primes, donc chargées et imposées. Donc là, c'est avec ce nouveau dispositif, c'est un vrai partage de la prise de optimal. la valeur ajoutée de la structure. en du cas de groupe. reprise, par exemple, Oui, en cas de revente. qui permet en revente, mais qui permet aussi aux salariés de Pour les pouvoir remercier éventuellement pour tout le travail qu'ils ont effectué. Bénéficier de la plus-value. Ouais. Ouais. et de la Et plus-value. c'est vrai que c'est peu usité et Oui. peu répandu. chez Et les en salariés. fait, il faut avoir une vision globale de tous ces systèmes-là. Pierre Adaptés. Guillet, 15 secondes, on est en retard, mais je vous donne la parole. Un autre dispositif qui n'est pas légal, mais que 46% des membres des EDC pratiquent, c'est le don des œuvres, tout Exact. simplement, Une philanthropie directe. en accord avec les salariés, voire l'embauche d'une personne fragile qui n'est pas nécessaire à la production, qui n'est pas nécessaire, mais qui donne de la cohésion. Et ça, Et de la en fait, valeur. Pas. et de la valeur. Partagée. Évidemment. Et alors, évidemment, ça va diminuer le résultat, ça va diminuer la capacité C'est à vrai. distribuer. Mais par contre, on partage autre chose. C'est ça, les valeurs, en fait. La notion de valeur hors financière, Exactement. les valeurs intérieures des êtres humains. Merci à vous trois de nous avoir éclairés sur ce sujet. On en saura plus probablement la semaine prochaine, puisque Elisabeth Borne va faire des annonces concrètes sur tous les sujets qui ont été portés dans l'allocution du président Macron. Merci Myriam de Merci. Gaudisson, cabinet Franklin, avocate en droit social. Merci à vous Thierry Danjean. Cabinet Danjean et Associés, cabinet international, faut-il le rappeler. Combien de collaborateurs, vous ne l'avez pas dit? On est 200 à peu près. 200 collaborateurs et donc actionnaires. Alors oui, tout le monde est actionnaire. Tout le monde est actionnaire. Et Pierre Guillet, président des EDC Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens, à la tête d'entreprise, est très engagé, évidemment, je le redis, dans l'accompagnement des détenus salariés et qui travaillent en détention. Merci à vous trois. On termine avec Fenêtre sur l'emploi. On termine avec Fenêtre sur l'emploi pour parler de l'accompagnement de la fin de vie et parfois même de cette cohabitation douloureuse, difficile entre le travail et cette période qu'on appelle la période de deuil. On en parle avec Clara Leparquier. Bonjour Clara. Ravie de vous accueillir. Vous êtes CEO de MTH Coaching et vous accompagnez à distance justement un coaching clé en main. Vous avez choisi de nous parler de ce sujet. C'est vous qui avez choisi de nous en parler. D'abord parce que vous avez été traversé, vous personnellement, sur cette question de la fin de vie. La fin de vie, c'est quoi? C'est prendre soin de ceux qui restent, de les accompagner, de leur tenir la main, puisque c'est de ça dont il est question. C'est le sujet qui est au cœur de l'actualité aujourd'hui, c'est le sujet des aidants. On continue à travailler, puis on a une autre partie de sa vie qui est consacrée à accompagner quelqu'un en fin de vie. C'est ça le sujet. Oui, c'est ça en fait, c'est qu'on traverse une période extrêmement douloureuse, quasiment insoutenable, quand on parle vraiment de la phase terminale d'une maladie et que le décès est la seule issue. Et en même temps, effectivement, il y a une vie qui continue à côté, que ce soit une vie familiale. Moi, pour ma part, j'étais une jeune maman, je venais d'accoucher. Et il y a la vie professionnelle aussi. Donc, il y a toute une période où on tient. Et puis, parfois, ce n'est pas le cas forcément de tout le monde. Parfois, ça ne passe plus. Et il faut aussi, par moment, savoir s'arrêter. Et pour moi, c'était important d'en parler parce que c'est tellement complexe et compliqué. Puis la société a tellement de mal à parler de ces sujets parce que ça fait peur. C'est tabou, hein. On est un peu condamné au silence. Moi, ça fait 6 ans que ça s'est passé, donc c'est encore douloureux aujourd'hui d'en parler. Mais ça aurait été impossible, en fait, à l'époque. Et aujourd'hui, en fait, je pense ces personnes qui traversent ces périodes-là en ce moment ou qui les ont peut-être traversées, et j'espère que ça fera quelque part écho à leur histoire. Il y a eu un livre de Bruce Toussaint, un de nos confrères, sur une chaîne qui parle du deuil de ses parents en écrivant un livre. Heureusement, elle n'a pas souffert. Ce qui renvoie aussi à travers ce livre, et j'imagine à travers votre expérience, la relation avec l'entourage. C'est ce moment d'une très grande intimité, d'une très grande douleur, et je dirais de l'entourage professionnel, parce que la vraie difficulté, c'est on n'en parle pas, j'ose dire. Comment vous l'avez, vous, traversé ce moment-là? Déjà, moi, ce que j'ai trouvé intéressant avec ce livre, c'est que ça permet de libérer la parole, et c'est aussi ça qui m'a poussée à moi aussi m'exprimer. Le titre de son livre fait référence au fait que des personnes essayaient de le rassurer sur le fait qu'elle n'avait pas souffert parce qu'elle est morte d'une crise cardiaque. Moi, en l'occurrence, un décès suite à un cancer, finalement, ce que je me suis dit, c'est heureusement, elle ne souffre plus. Et en fait, on ressent une forme de soulagement à ce moment-là, et c'est assez dur à dire, hein, mais c'est ce qui se passe, et je pense qu'elle aussi était soulagée. Et donc, effectivement, c'est extrêmement difficile d'en parler, y compris
à ma propre famille, à mon père, à mon frère. Dans ces moments-là, c'est compliqué. Et en même temps, on a besoin de savoir que les proches sont là, que les proches nous soutiennent. Et c'est quelque part une présence silencieuse dont on a besoin. Il n'y avait pas forcément des mots souvent maladroits et qui passent à côté. Comment vous avez concilié, ça c'est un sujet et qui interpelle, je pense, ceux qui nous regardent, que l'on soit un collaborateur, un décideur, un chef d'entreprise, comment on concilie sa vie professionnelle avec à la fois l'accompagnement et le moment où le décès a eu lieu, puisqu'il y a quand même ce moment où il faut reprendre, on dit d'ailleurs souvent, reprends vie, période de deuil, puis je reprends ma vie. Comment ça se passe? Comment on fait? Est-ce que vous avez comme ça quelques conseils à nous transmettre? Alors déjà, je pense qu'il n'y a pas de mode d'emploi malheureusement et qu'on fait vraiment comme on peut, voilà, selon les circonstances et personne ne peut anticiper, personne ne peut savoir ce que ça fait. Et comment on va réagir? Je trouve que la société banalise beaucoup, en particulier la mort d'un parent, parce que ça fait partie de l'ordre naturel des choses, mais sauf que quand ça vous tombe dessus, c'est absolument pas banal et c'est extrêmement douloureux. Moi, je pense que la société aujourd'hui n'accompagne pas suffisamment. Les 3 jours qui sont prévus post-décès sont absolument inadaptés. Et comment on fait, ou en tout cas, je ne sais pas comment on fait, mais je vais vous dire comment moi j'ai fait. Pendant longtemps, en fait, j'ai tenu, y compris dans la phase dite de cancer généralisé, où voilà, c'est des traitements qui, en fait, n'ont unique but que de se dire on va prolonger un petit peu la vie, mais on ne va pas guérir. Et donc là, je faisais des allers-retours, j'ai essayé de donner le change. Et en fait, il faut quand même être présent pour la personne malade. On s'autorise assez peu aussi à être faible, parce que finalement, on se dit, mais qui je suis pour souffrir alors qu'en face de moi, il y a quelqu'un qui on s'épuise soi-même d'ailleurs parfois. En train de mourir, et on s'épuise soi-même. Moi, j'ai regretté de ne pas avoir été informée par mon employeur du congé proche aidant. C'est ça, j'allais vous poser la question. Ouais. Je l'ai découvert en fait par moi-même, et bien trop tard, je l'ai découvert quand ma mère est entrée en soins palliatifs. Et là, si vous voulez, à ce moment-là, on vous explique que c'est fini et que ça peut être fini d'une minute à l'autre. Finalement, ça a duré 30 jours. Donc 30 jours, c'est extrêmement long. On a un rapport au temps qui est complètement bouleversé dans ces moments-là. Tout en continuant à avoir une activité professionnelle. Non, alors, là, en fait, moi, c'est à ce moment-là que j'ai... C'est à ce moment-là que c'est plus possible. Pour moi, après, je connais des personnes qui ont continué. Alors déjà, moi, j'avais la distance géographique entre Paris et Montpellier. Donc, il y avait déjà aussi choisir où est-ce qu'on a envie d'être. Donc, c'est un déchirement aussi parce que j'étais avec ma mère, mais je n'étais pas avec mes enfants. Donc, culpabilité d'un côté. J'ai pas fait la rentrée en crèche de ma fille. Ça s'est passé pendant cette période-là. Et puis, à un moment donné, je me suis écroulée parce que c'est trop difficile d'annoncer. Il y a beaucoup de choses, en fait, qu'on ne peut pas imaginer, mais c'est comme si on était sur un ring de boxe et qu'on se prenait des coups dans la figure. En permanence. Et puis, à un moment donné, on est un peu KO, ouais. Clara, merci pour ce témoignage à cœur ouvert. On va organiser une table ronde parce que c'est intéressant de libérer la parole et peut-être qu'à travers aussi une émission de télévision, un partage d'expérience pour ceux qui nous regardent et puis peut-être interpeller les entreprises et les pouvoirs publics sur l'accompagnement avant et après le décès. Merci d'être venu nous parler de ce sujet. Je le sais qui vous tient éminemment à cœur. Vous êtes la CEO de MTH Coaching. Merci de nous avoir rendu visite, Clara. On termine, notre émission est terminée. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous, merci de votre fidélité. Et évidemment, je remercie toute l'équipe. À la réalisation, je remercie notre ami réalisateur. Je remercie Maxime au son. Je remercie évidemment notre équipe de programmation, Nicolas Juchat et Alexis. Et encore merci à notre ami réalisateur. Bonne journée à tous et je vous dis à très très bientôt.